Bien, merci beaucoup. Et donc nous allons maintenant reprendre et prolonger, je crois, les questionnements de la première partie de la matinée. Et je vais tout de suite passer la parole à Clara de Massol. Clara de Massol qui a complété son master à Paris-Sorbonne en littérature comparée et qui, enfin un premier master devrais-je dire, à Paris-Sorbonne en littérature comparée, et qui est en train d'en finir un second en études culturelles au King's College à Londres. Et le travail s'intéresse aux questions de genre et de mémoire culturelle, et qui aujourd'hui donc va nous parler de déconstruction et reconstruction du genre dans Le paradis entre les jambes de Nicole Caligari, l'hésitation de la littérature contre la mise en scène de l'horreur. Merci. Alors bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque et particulièrement Daniel Perrocorté qui m'a aidé à fignoler cette présentation. Alors donc, Nicole Caligari, dans son travail, explore les mécanismes de la littérature, ce qu'elle appelle le monde du dedans, en parallèle avec le monde du dehors, la société. Elle cherche la déconstruction, le renversement des oppositions conceptuelles qui valorisent le jamais saisissable de l'expérience humaine. Dans Ubu-Roi, publié en 2014, elle transpose l'œuvre de Jarry dans l'univers de la finance pour explorer la structure capitaliste de notre société. Dans Les chaussures, le drapeau, les putains, publié en 2003, elle parle du monde du travail et de l'univers concentrationnaire et examine le thème de la catastrophe qu'elle reprend dans Le paradis entre les jambes. Elle publie donc Le paradis entre les jambes aux éditions Verticales en 2013. Elle y reprend le fait divers célèbre du japonais cannibale. Le 11 juin 1981, Issei Sagawa assassine sa camarade d'université René Hartevelt d'un coup de fusil dans la nuque et découpe son corps pour consommer sa chair. Le 15 juin 1981, il est interpellé après avoir tenté de se débarrasser des restes de la jeune fille. Nicole Caligari a côtoyé Issei Sagawa et René Hartevelt à l'université, et peu après l'assassinat échange des lettres avec le meurtrier alors qu'il est en maison d'arrêt. C'est la redécouverte de ces lettres 30 ans plus tard qui amène Nicole Caligari à reprendre le fait divers. Elle expose dans son ouvrage les artifices grossiers du récit médiatique, réfléchit aux répercussions du meurtre sur sa construction de jeune femme et sur ce que l'horreur révèle de la civilisation occidentale. L'auteur rejette une narration qui banalise l'impensable, met en valeur l'abominable et réduit le corps féminin à un objet de fascination et de consommation. Le texte se comprend en 3 parties. Dans le chapitre « Le monde de la fille », Nicole Caligari explore les contraintes corporelles imposées aux jeunes filles. Dans le chapitre « L'homme étranger à l'homme », l'auteur entreprend une réflexion sur ce qui constitue notre humanité et la rupture qu'a créée Issei Sagawa en consommant le corps de René Hartevelt. Dans le chapitre « L'écrivain sait qu'il est coupable », elle parle de la responsabilité de la littérature dans la représentation de l'horreur. Elle tente tout au long du texte de démontrer comment le regard qu'a posé Issei Sagawa sur René Hartevelt a franchi la distance infranchissable qui sépare l'humain de l'objet, et que cette transgression est répétée pour chaque jeune femme à la puberté. Je demande donc de quelle manière Nicole Caligari reprend le fait divers dans un récit à la première personne, sans jugement ni analyse, en exposant cette transgression par le regard subi par le corps féminin. J'examinerai donc tout d'abord la représentation du fait divers par les médias et par Issei Sagawa et le rejet de cette mise en scène par Caligari. Puis je parlerai de la manière dont l'auteur envisage son texte en rapport avec cette médiation de l'horreur. Et enfin, j'explorerai la manière dont l'écrivaine raconte sa propre histoire, en parallèle d'une réflexion sur le meurtre de René Hartevelt. Donc, mise en scène de l'horreur. Nicolas Pélissier et Alexandre Herès, dans Fiction du réel, le journalisme narratif publié en 2014, définissent le storytelling médiatique comme une pratique d'écriture journalistique qui utilise consciemment et à dessein les ressources de la fiction pour analyser et interpréter des faits et les retransmettre dans un second temps à un public. Cette juxtaposition information-divertissement crée l'espace pour la construction du récit médiatique qui reprend la structure d'un récit de fiction. L'aventure médiatique d'Issei Sagawa commence par le procédé de nomination. Les journalistes lui attribuent un pseudonyme par périphrase, le japonais cannibale. Issei Sagawa devient pour le public un personnage,
Ce n'est pas une mise en ordre des données et des faits qui est effectuée, mais une représentation dramatique de l'homme devenu personnage et de l'acte devenu récit. L'un des premiers liens s'affichant lorsque l'on recherche Issei Sagawa dans un moteur de recherche est une interview vidéo pour le magazine Vice. L'interview comprend une reconstruction de l'acte mettant en scène Issei Sagawa lui-même. Le spectateur voit le meurtrier prétendre tirer avec un fusil dans la nuque d'une jeune femme. Cette simulation ramène l'horreur à une logique de narration. Ainsi, l'acte de Sagawa n'appartient plus totalement à la réalité mais au fantasme, à une réalité mythique. Le but n'est plus d'informer mais de mettre en scène l'horreur et de nourrir le mythe. Nicole Caligaris parle elle-même de folklore. Elle dit « L'existence médiatique d'Issei Sagawa éludera le scandale de son massacre pour n'en retenir que le folklore. » Donc, ce qui renvoie à l'idée d'un récit construit, prétendu historique. Mark Litz, dans Du récit au récit médiatique, paru en 2008, explique « La récitation du monde passe moins quantitativement aujourd'hui par les mythes et légendes ou la littérature que par les messages médiatiques qui sont devenus les principaux constructeurs de notre rapport aux autres et au monde. » Fin de citation. Le fait divers est devenu la nouvelle narration du monde. Cependant, à la manière des mythes, le fait divers est avant tout une narration. Il est soumis à l'objectivité des faits, mais surtout à l'interprétation et à la mise en récit du journaliste. Nicole Caligaris précise « L'acte est l'œuvre d'Issei Sagawa est l'œuvre des journalistes. » Issei Sagawa, pour Nicole Caligaris, devient une fabrication des journalistes, un personnage qui n'existe plus que par cette dimension médiatique. La mise à distance entre acte et récit est d'autant plus percutante que le criminel est japonais. Le récit médiatique construit cette figure de l'autre, du japonais barbare, étranger aux coutumes occidentales, dont l'acte trahit la non-appartenance. La norme dans le fait divers est occidentale. L'acte cannibale d'Issei Sagawa devient spectacle exotique et incarne le fantasme de l'homme oriental monstrueux qui transgresse le corps de la belle occidentale. La mise en scène médiatique est calibrée et doit capter l'attention du spectateur pour lui vendre le produit japonais cannibale. Le récit du fait divers transmis par les médias ne révèle rien de fondamental. Il consiste en une caricature, une image figée du criminel. Issei Sagawa n'attend pas l'attention des journalistes pour mettre en scène son acte. Nicole Caligaris explique. Issei Sagawa a pratiqué sans rite, mais dès le premier moment, avec le souci que son acte fasse l'objet du souvenir, que sa représentation soit conservée qu'au-delà du moment il persiste, sous la forme de traces soigneusement construites. Il représente son meurtre en prenant des photographies des étapes de l'acte cannibale. Il y a donc volonté de signification. Caligaris précise encore. Il s'inscrit dans cette nécessité désormais familière de ne concevoir d'acte que dans, par et pour le discours, la construction de signaux et de traces qui le font connaître. En mettant en scène son acte, il le part d'une dimension esthétique, le traite comme une performance. Nicole Caligaris parle de singerie ou de spectacle et de jeu de réplique et montre que la mise en scène du meurtre par Issei Sagawa ne parvient pas à réparer sa violence. Issei Sagawa accorde à son crime un statut particulier, celui de l'acte assez estimable pour entrer dans le champ de la mémoire. Il assimile ainsi le corps ravagé et mutilé de Hartevelde à un objet d'art, une matière esthétique. Couvrir l'acte d'un filtre journalistique ou artistique ne permet pas de l'interpréter ou de le justifier. Selon Caligaris, c'est la pathétique reproduction de l'obscénité qui, lui, Issei Sagawa, tient lieu d'identité. L'auteur rappelle donc que c'est en racontant son crime que Issei Sagawa assure son futur financier et ainsi se définit. Caligaris tente de son côté de déconstruire la légende. Elle s'éloigne du hiératisme journalistique et entreprend une véritable investigation de l'ombre. Elle tente de définir les limites de la civilisation occidentale et l'origine de nos répulsions. Elle pose les questions « qu'est-ce qu'un dégoût ?» ou « comment se forment les interdits sociaux ?» Malgré ces interrogations anthropologiques, elle demeure consciente que son ouvrage participe à la médiatisation du criminel et à la remise en scène de la catastrophe et à sa limitation, son dénouement. Elle confesse « une forme de malaise complique l'investigation, déjà pénible, à l'idée d'avoir participé à l'attitude médiatique d'Issei Sagawa. » Et pourtant, elle n'emploie jamais les procédés mystificateurs et grotesques du storytelling médiatique. Deuxième partie, l'hésitation de la littérature, comment exprimer l'inexprimable. Dans le chapitre « L'homme étranger à l'homme », l'auteur explore l'incompréhension et le dégoût ressenti à la suite de l'acte cannibale de l'étudiant japonais.
Elle rappelle que l'apprentissage des règles de la civilisation passe d'abord par le discernement de ce qui est comestible. René Artevelde, explique Nicole Caligaris, s'est trouvé déplacé pour Issei Sagawa dans la catégorie de ce qui se porte à la bouche. La catastrophe est liée à la bouche, à la consommation, mais aussi au regard. Issei Sagawa, pour son regard, supprime la distance qui le sépare de René Artevelde et transgresse les règles de la civilisation énoncées par Caligaris, la distinction entre l'humain et la chose. Il s'agit pour le criminel de se placer au-dessus des valeurs de la société et de refuser à la jeune fille ce que l'auteur appelle son irréductibilité à la matière. Comment alors examiner un acte hors civilisation ? Nicole Caligaris parle de catastrophe comme d'un tumulte, un bouleversement ou une obscurité qui ne peut avoir de dénouement. La catastrophe pour l'auteur lui permet de qualifier l'acte de Issei Sagawa sans le ramener dans le cadre des valeurs sociales. Comment la littérature peut donc parler de la catastrophe sans la dénouer, sans donner satisfaction ? La justice ne semble pas adaptée. Sa structure normative ne parvient qu'à faire entrer l'horreur dans une catégorie, la ramener dans l'ordre de l'humanité, et classe l'acte cannibale dans la catégorie de la maladie mentale. Nicole Caligaris ne cherche pas à ramener l'horreur au compréhensible, mais tente de considérer son propre dégoût. La littérature semblerait alors peut-être capable de mesurer la catastrophe, de contempler les zones d'ombre sans les juger. Pourtant, il n'y a pas de littérature sans interprétation. Le texte est une construction, un ensemble de phrases qui ramènent l'incompréhensible à l'accessible. L'auteur choisit des formulations bien spécifiques et clôt l'acte, l'enferme dans une structure syntaxique. Nicole Caligaris, dans l'introduction, présente les événements, les dates qui construisent son récit. Avril 2011, le temps du récit. 11 juin 1981, le meurtre. 15 juin 1981, l'interpellation. Caligaris présente ainsi brièvement les faits, mais elle est présente tout de même. Elle ne parvient pas à échapper à la représentation de l'acte. Elle avoue. L'écueil du langage, de la littérature est de clôturer la catastrophe, de lui donner un terme, de régler le trouble dont elle est l'origine. L'écrivaine admet la défaillance de son médium. Elle affirme « Issei Sagawa se présente à moi comme un personnage arrêté. Je ne sais appréhender son mouvement. » Et pourtant, c'est peut-être justement la littérature qui parvient à dire l'illogisme et à rendre visible la catastrophe. Le récit de Caligaris est un récit qui tâtonne, qui s'interroge sur sa propre forme. L'auteur hésite à plusieurs reprises et écrit « Je pourrais montrer » ou « Ce n'est pas ce que je dois faire » ou plus loin « Ce que je veux être ce livre, je l'ignore ». L'auteur compose un méta-récit qui, à la manière de son objet, prend la forme du tumulte et du désordre. L'auteur déclare lors d'un séminaire en 2014 à propos d'Issei Sagawa. Il a raconté son histoire et il a vendu son histoire aux médias. Et moi, bien qu'entreprenant un livre qui m'est non seulement personnel, mais aussi un peu indispensable, qui est viscéralement lié à mon existence, j'avais conscience de relayer ce qu'il avait construit comme histoire autour de son propre personnage. Caligaris expose les différences entre littérature et storytelling médiatique, et dans un même mouvement admet sa propre culpabilité. Le texte est déterminé par sa nature interprétante, le langage forme des réseaux de signification. Sagawa est une fois encore le sujet d'une mise en récit et d'une étude, tandis que René Artevelde reste la victime, le corps passif. Caligaris reprend le récit de la mort de la jeune fille, mais centre sa narration autour de l'acte de Sagawa. Elle reproduit même en fin d'ouvrage ses lettres échangées avec le meurtrier lors de son séjour en prison. Par son acte, Sagawa nie l'autonomie de Artevelde, et par la perpétuation du récit, l'auteur, malgré ses tentatives d'identification, maintient la réification de la jeune femme. René Artevelde reste un corps fragmenté. Le texte ne parvient pas à réparer la faute du meurtre ou la faute du récit médiatique et à rendre une humanité et une singularité à la jeune victime. Cependant, le texte de Nicole Caligaris a le mérite de formuler cette impossibilité, cette impasse. Comment faire le récit de l'abomination sans la répéter ? Dans le chapitre « L'écrivain sait qu'il est coupable », l'auteur affirme l'échec de la littérature, qui ne parvient ni à restituer une expérience dans sa complexité, ni à rétablir l'ordre détruit par la catastrophe. Caligaris parvient néanmoins à créer des analogies. Elle met en parallèle le récit de sa jeunesse avec celui de l'enlèvement de la jeune Corée devenue Perséphone. Deux récits d'apprentissage et de violence. Corée, la jeune Nicole Caligaris et René Artevelde,
à des degrés infiniment différents, font l'expérience du partage de leur corps. Nicole Caligaris en tant que jeune femme célibataire dans les années 70, objet de convoitise, Corée par son enlèvement, et René Artefel par son meurtre. Nicole Caligaris explique que dès le franchissement du cercle privé, le corps d'une femme jeune est toujours un peu disponible, prêté à l'espace public. René Artefel, Corée et Nicole Caligaris sont toutes soumises à un regard qui viole leur intimité et leur souveraineté sur elles-mêmes. Le texte de Nicole Caligaris n'apporte pas une évaluation morale ou critique. Le récit répète cette transgression, recherche la proximité avec la catastrophe et en même temps crée du sens. Sandra Laugier, dans Éthique, littérature, vie humaine, publié en 2007, explique « L'œuvre littéraire n'a pas à donner de jugement ou à conduire explicitement ou subrepticement le lecteur à une conclusion morale. Mais elle est morale dans la mesure où elle transforme le lecteur, son rapport à son expérience, elle fait partie en quelque sorte de sa vie. L'examen de Caligaris n'offre pas de solution à l'acte d'Issei Sagawa, mais il touche le lecteur, le transforme en lui faisant découvrir une phase de l'humanité, en explicitant le rapprochement entre Perséphone, René Artevelt et elle-même. Troisième partie, récit de soi, construction et déconstruction du genre. Dans Soi-même pour un autre, Paul Ricoeur affirme « La compréhension de soi est une interprétation. L'interprétation de soi, à son tour, trouve dans le récit, parmi d'autres signes et symboles, une médiation privilégiée. Le personnage autobiographique construit l'identité et inversement. Ainsi, le récit autobiographique permet de découvrir une logique interne aux événements et aux expériences et de contenir et de comprendre l'évolution d'un sujet. Le récit permet de s'interpréter soi-même dans le temps grâce à une unité temporelle qui n'existe pas dans la réalité, avec dans le cas du paradis entre les jambes, un début, la naissance de l'auteur, et une fin, le présent d'écriture, la maturité. Ricoeur précise, il faut que la vie soit rassemblée pour qu'elle puisse se placer sous la visée de la vraie vie. Si ma vie ne peut être saisie comme une totalité singulière, je ne pourrai jamais souhaiter qu'elle soit réussie, accomplie. C'est par le récit que la vie prend du sens. Nicole Caligaris décide de ce qu'elle écrit. Elle crée un système de signification, par analogie, pour donner du sens à ses choix et ses expériences. Le récit lui permet de dépasser les barrières de son sexe. Elle affirme « J'ai écrit pour contrarier la programmation de mon entrejambe. » Elle écrit pour se libérer du paradis qu'elle aurait entre les jambes, pour se libérer des contraintes que les normes sociales des années 70 imposent à son corps. Ainsi, elle peut se définir et construire une identité de soi en tant que personnage. Elle évoque d'abord l'existence médiatique d'Issei Sagawa, mais ne s'y attarde pas. Elle entreprend, comme elle l'affirme en introduction, de descendre dans sa propre mémoire. Elle parvient ainsi à articuler le récit impossible de la catastrophe, en le considérant sous le prisme de l'autobiographie. En se racontant, l'auteur s'apprend et se réapproprie elle-même. Ricoeur affirme ainsi « La littérature est un vaste laboratoire où sont essayées des estimations, des évaluations, des jugements d'approbation et de condamnation, par quoi la narrativité sert de propédeutique à l'éthique. Le récit de soi permet à l'auteur à la fois de revenir sur ses expériences, en cela il est rétrospectif, et de les juger, en cela il est éthique. Son identité narrative n'est alors pas une représentation mais une création. L'écrivaine revient sur son passé et construit un récit qui met en lumière cette période obscure de son histoire personnelle. C'est ce qu'elle affirme au début du texte. Elle dit « Je commencerai par me placer sous la lentille, en tâchant de faire monter de mes souvenirs l'autoportrait intérieur qui pourrait jouer le rôle d'une présentation du témoin. » Dans le chapitre « Le monde de la fille », Nicole Caligaris raconte son enfance, sa puberté, sa lutte pour se libérer des contraintes liées à son sexe. Elle met en évidence la dimension performative du rôle féminin dans la société et expose les pratiques d'enfermement et d'uniformation que subit le corps féminin. Pour vous faire comprendre ça, je vais vous montrer une citation et la lire. Je pense que ça va être plus facile pour vous de la voir à l'écran. Me voici à ma confirmation. Enrubannée de petits nœuds qu'ont attachés tout le long de ma robe à pois, à volant, à rose, tout le long de ma longue robe rose et blanc, mes tantes et mes institutrices, mes camarades, les mères de mes camarades, les professeurs de danse, les voisines, les grandes sœurs, qui portent toutes le nom de Brigitte Bardot. Me voici avec mes pieds à talons, mes semelles qui glissent, enrubannée par la radio, par les chansons stupides dont mon frère en train de grandir viendra me sauver, que pour l'instant les aînés diffusent dans la bouche des petites. Me voici bouclée au fer, préparée, avancée avec mes attributs,
avec tout ce qui devait révéler au monde cette peau de jeune fille, que j'usurpais si malheureusement. Avancer avec mes nœuds, mes poids, mes volants roses, au verdict de la joliesse et de l'éducation que mes tantes devaient prononcer sur ma tête en regardant ma mère dans les yeux. Et tout d'un coup ma mère, défaisant ruban par ruban les heures passées sur les boucles impossibles, sur les fils, sur les plis de cette robe à pois, ma mère essuyant le regard de mes tantes en train de me délivrer, nœud par nœud, de mes volants, de mes rosettes, de mes chaussures blanches, de mes boucles de cheveux, de mes anneaux, de mes bracelets, de mes chaînes, ma mère pour toujours exécutant sur moi cette passe sacrée de me défaire de mes liens, et de laisser mon corps aller aux forces telluriques, femelles humaines, dont aucun jugement de tante ni d'institutrice ne devrait ligoter le mouvement, ma mère, d'un acquiescement qui ne se prononce pas, accorda la main levée des modèles sur mon existence. Et c'est comme ça qu'11 ans plus tard, je partirai, maîtresse de moi, souveraine et seule, avec ma cantine de livres, refaire ma vie à Paris en déchirant ma mère pour la 2e fois. Elle rejette ainsi les images lisses et unilatérales et embrasse le conflit, contre une littérature qui donnerait satisfaction et contre une société qui transforme le corps féminin en modèle aliénant. Elle remet en cause les normes genrées qui régulent l'éducation et la formation des petites filles et affirme ainsi « Ce n'est pas pour entrer dans le monde des lettres que j'ai commencé à écrire, c'est pour sortir de ma condition. » Dans une société cultivant l'hétéronormativité et se fondant sur une structure patriarcale, l'auteur cherche à se comprendre et à formuler sa construction. Écrire lui permet de se défaire des discours normatifs. En faisant le récit de la mort de René Artefel en parallèle avec son propre récit, Nicole Caligaris propose une interprétation de l'acte cannibale qu'Issei Sagawa a pratiqué quand il s'est rendu maître du corps de son ami. L'écrivaine examine donc le meurtre de René Artefel en parallèle avec une réflexion autobiographique et, comme elle l'explique, souhaite provoquer le passé, ramener le souvenir intime. Elle contemple l'horreur à la lumière de ses souvenirs, de l'empreinte qu'a laissée le meurtre dans sa mémoire. La narration devient un outil d'enquête ainsi que la possibilité de l'autoréflexion. Nicole Caligaris devient alors le témoin et le sujet de sa narration. En tant que femme et en tant qu'auteur, elle est liée à la catastrophe. Elle écrit à propos de René Artefeld. Je n'ai de René Artefeld que l'image de son importance pour Issei Sagawa. Et pourtant, plus loin, elle confesse. Elle et moi avions un point commun. Nous partagions le fait d'être des filles d'une vingtaine d'années dans la société de cette époque. Tout comme la victime, mais à un degré infiniment inférieur, l'écrivaine fait l'expérience de la consommation du corps féminin et de son enfermement dans le regard de l'autre. Elle écrit « Le corps des filles n'était pas une chose tout à fait privée quand il était dans la rue, dans les lieux ouverts de la ville. Il perdait sa qualité de n'appartenir qu'à soi, de ne concerner personne. » L'écrivaine s'attache ainsi à rappeler la brutalité de l'acte d'Issei Sagawa. Elle reprend le procédé de morcellement entamé par le criminel. Nicole Caligaris s'emploie à représenter dans le texte le démembrement du corps de René Artefeld. La jeune fille, aussi bien au travers du crime de Issei Sagawa que du récit, est déterminée par son anatomie. L'auteur parle de chair, de sang, de particules de peau, des os, des ongles de jeune fille. Elle évoque la bouche et le travail d'injection et de déjection du corps. Elle imagine la mastication par la bouche, par les dents d'Issei Sagawa, de la fesse, du nez, du clitoris, de la lèvre inférieure, des seins, des morceaux de René Artefeld. Et dans un même mouvement, elle examine les transformations arbitraires et normalisatrices que subissent les jeunes femmes à partir de la puberté. Elle dit « Il faudrait demander à la chimie de manger mes odeurs, demander au coton d'éponger mes saignements, demander au rasoir, au cire, aux pinces, de me défaire de mes poils, demander au fer électrique de me friser, puis de me défriser, demander au javel, au soufre, aux plantes de me colorer les cheveux, de me décolorer les cheveux, demander aux métaux précieux de parer mes jointures, demander au soleil une couleur de peau, demander au phare un visage, une beauté valable. J'oublie 20 ongles à décorer toutes les semaines. Il faudrait demander à la couleur rose de me préparer un corps sans excréments, princier, à tout moment impeccable, qu'ennoblerait la parure dont le charme ferait la puissance. » Elle décrit un monde dans lequel les femmes ne sont pas souveraines de leur corps. Le corps de Nicole Caligaris et de René Artefeld est soumis au regard des autres, semi-disponible, puis défiguré. Il s'agit pour Issei Sagawa, pour la société, de refuser au corps féminin son autonomie, son inviolabilité de droit. La consommation du corps morcelé de René Artefeld est l'ultime transgression. La narration devient alors pour Nicole Caligaris la condition qui lui permet de demeurer souveraine d'elle-même, le seul moyen, déclare-t-elle,
de sortir de sa peau. Comment alors définir l'ouvrage de Nicole Caligaris? Est-ce une narration qui résiste au récit médiatique? La tentation de comprendre ou d'étudier le meurtre de René Artefelt à la lumière du récit de soi. L'affirmation de la culpabilité de la littérature qui renouvelle la réification de la victime. Le texte de Caligaris n'est ni une justification, ni une explication, ni un moyen de soulager le lecteur ou de le divertir. L'auteur s'explique. Je n'ai pas considéré Issei Isagawa comme un monstre. Je ne l'ai pas non plus considéré avec sympathie. Je me suis gardée de l'interpréter. Je me suis attachée à maintenir son inaccessibilité, sa particularité d'être, que l'on ne s'approprie pas, ni par une voie de diagnostic, ni par projection mentale, ni pour en faire le siège d'une fascination. Nicole Caligaris rejette le mécanisme de fascination propre au récit médiatique. Elle refuse de demander pourquoi, de s'étendre sur les motifs psychologiques qui ont amené Issei Isagawa à tuer et consommer René Artefelt. Il s'agit pour Nicole Caligaris d'interroger sa mémoire, de descendre en elle-même pour comprendre l'impact de ce qu'elle nomme la catastrophe sur sa construction. Nicole Caligaris choisit de centrer le récit sur Issei Isagawa, mais refuse de le traiter en personnage. À la place, elle le confronte à l'autre, au corps féminin dont il s'est rendu maître. Elle choisit de reprendre la réalité du meurtre, le corps démembré de René Artefelt, et étendre cette réalité à son expérience de jeune femme, dont le corps semi-disponible, à lui, parvenu à s'échapper à la programmation de son entrejambe. Bien, merci beaucoup. On va procéder comme on a procédé depuis la semaine dernière. Et donc, je vais directement, c'est-à-dire qu'on va différer les questions pour la fin de la session. Et donc, je vais directement passer la parole à Florian Alix, qui est maître de conférence ici même, à l'Université de Paris-Sorbonne, en littérature francophone. Sa thèse portait sur l'essai postcolonial. Et il est l'auteur d'un certain nombre d'articles sur les littératures maghrébines, subsahariennes et antillaises. Il est membre et cofondateur, si je ne me trompe, membre cofondateur du collectif Right Back, qui était fondé à l'ENS de Lyon, et qui a publié, c'est le collectif qui l'a publié, et co-dirigé donc un ouvrage que je recommande à tous, qui s'intitule, c'est vrai, très bien, Post-Colonial Studies, mode d'emploi, qui est paru en 2013. Donc aujourd'hui, il va nous parler de récits de soi au pluriel contre storytelling à partir des cas de Leonora Miano et Noviolette Bulawayo. Si c'est bien prononcé, j'en sais rien. Oui, et je vous donne le moyen. Attendez, attention. Voilà. C'est bon ? Donc tout d'abord, je remercie les organisateurs de ces 2 journées d'études très riches de m'avoir invité à y prendre la parole. Et je commence tout de suite. Donc les romans que nous étudierons traitent tous deux de la migration et de la diaspora, 2 termes distincts qui renvoient cependant partiellement à une semblable réalité. Tel Désastres éteints de Leonora Miano, paru en 2008, plonge le lecteur dans les questionnements de 3 personnages d'horizons divers, Amok, Shrapnel et Amandla, tous afro-descendants, c'est le terme qu'emploie Miano, qui sont en butte à diverses difficultés pour trouver leur place dans la capitale d'un pays d'Europe occidentale, qui n'est pas nommé, mais on reconnaît aisément Paris. We Need New Names, de Noviolette Bulawayo, paru en 2013, suit le parcours de Darling, de son enfance dans un bidonville d'un pays, là encore non nommé, mais où l'on reconnaît le Zimbabwe natal de l'auteur, à son adolescence aux États-Unis. Les personnages des 2 romans apparaissent à la fois comme des personnages de migrants et comme des personnages diasporiques. La migration est évidente dans la structure de la narration de We Need New Names, puisque la première moitié du récit est centrée sur Paradise, le bidonville qu'habitent Darling et ses amis, et l'autre moitié est centrée sur la vie de l'adolescente aux États-Unis. De même, tous les personnages de Tels Désastres éteints vivent dans cette capitale européenne, mais tous viennent d'ailleurs. Pour Amok et Shrapnel, d'un pays d'Afrique subsaharienne, et pour Amandla, d'un espace caribéen, on devine la Guyane.
L'autre enjeu est celui de la diaspora, donc les afro-descendants de Leonora Miano sont représentés à travers leur appartenance à une Afrique mythique, enfin plus ou moins mythique. Dans la partie américaine du roman de Novaylet Bulawayo, Darling se situe notamment dans ses relations à ses amies Marina et Crystal, à la fois par rapport aux migrants subsahariens aux États-Unis et par rapport à la communauté africaine-américaine. Or, migration tout comme diaspora sont aujourd'hui en partie configurés par des processus discursifs assimilables à du storytelling. Selon Christian Salmon, le storytelling est une manière de donner un sens univoque à une situation. Une multiplicité de récits est utilisée de manière à justifier et à rendre efficace une politique. Ainsi, de nombreux discours et images sur les migrants en circulation dans les espaces médiatiques viennent corroborer par exemple des décisions politiques. Les politiques migratoires sont légitimées ou anticipées ou expliquées par des récits. De même, certains militants ou intellectuels, dont Leonora Miano notamment, dénoncent le silence auquel est soumise l'idée de diaspora africaine en France. Selon eux, il existe un récit national qui, sans exclure à proprement parler une partie de la population, est configuré de manière à passer sous silence ce qui fait sa particularité. Il existe donc des représentations storytellées, c'est le terme que j'emploierais même s'il n'est pas très joli, de la migration et de la diaspora. Cependant, dans le cas de migration comme de la diaspora, il existe un ensemble de contre-pratiques discursives qui, sans se confondre avec le storytelling tel que conçu par Salmon, lui empruntent certains traits. En effet, le storytelling repose sur la saisie d'une réalité complexe, voire abstraite, à travers une multiplicité de récits, mais cette mise en récit généralisée, c'est le terme qu'emploie Salmon, vise avant tout à la coordination de cette diversité. Tous les récits vont dans le même sens, saturant ainsi l'espace symbolique. Dans le cas de la diaspora, la notion de récit est essentielle. Il s'agit de trouver un sens et de réunir ensemble les éléments, plus précisément les individus, d'une réalité complexe, en un tout cohérent qui constitue un savoir. On peut décliner le terme, diaspora est un terme assez neutre, afrocentrisme est un terme beaucoup plus marqué historiquement et politiquement, très important notamment pour Leonora Miano. Afropolitanisme serait une espèce de déclinaison postmoderne de cette diaspora africaine et souvent aussi mobilisée par la critique tant pour Miano que pour Novaylet Bulawayo. Mais on arrive à chaque fois à un discours qui tend au récit d'origine, pour diaspora ou afrocentrisme, ou à l'accumulation de récits d'expérience. C'est souvent comme ça qu'est approché l'afropolitanisme. Par ailleurs, les contre-discours sur la migration prennent eux aussi la forme de récits, comme le montrent Catherine Mazoric dans le domaine littéraire, Cécile Canu et Ali Unso dans le domaine anthropologique. À chaque fois, ces récits visent à une plus grande vérité, à dire ce qu'est réellement l'expérience du migrant, c'est-à-dire en réalité l'expérience des migrants réunis dans un ensemble unique. Notre propos consistera à étudier comment les romans s'opposent aux définitions et au silence imposés par le storytelling majoritaire, ce que j'ai appelé les représentations storytelling, en participant à ces contre-pratiques discursives, donc ces contre-discours collectifs. Mais on s'attachera aussi à montrer en quoi les romans se singularisent fortement par rapport à ces discours, se distanciant, prenant leur distance aussi bien par rapport aux représentations storytelling que par rapport aux contre-discours collectifs. Tout d'abord, les discours de la diaspora et de la migration s'opposent au discours dominant et visent à faire entendre un autre récit qui ne se coordonne pas à ceux entendus dans le cadre du storytelling. D'une certaine manière, c'est bien ainsi que les afro-descendants sont présentés au lecteur de tels désastres éteints dans l'introduction du roman. La voix narrative oppose au discours républicain dominant, imposant silence sur l'Afrique ou sur la présence africaine en France, la parole sans parole, l'expression est dans le roman, de l'expérience des Noirs dans ce pays européen. En d'autres termes, il s'agit de faire entendre un récit qui n'entre pas dans la trame narrative de la société tissée par le storytelling. Dans We Need New Names, un contre-récit de la migration est aussi proposé. Certains chapitres du roman, en effet, font émerger un acteur collectif, donc parfois un il, un they, parfois un nous, un oui, et retracent le chemin de la migration et de la douleur que connaissent les migrants. Ces chapitres structurent le roman et élargissent l'horizon. Ils font passer de la subjectivité de Darling, qui est la narratrice de tous les autres chapitres, à un récit social, ou plus exactement un contre-récit social. Pourtant, tout se noue justement dans cette alternance de voix narratives. On peut lire ces chapitres comme une mise en perspective de la trajectoire de Darling, qui ferait ainsi sens avec un récit collectif. Darling serait un personnage qui représente ce récit collectif, mais on peut aussi lire la trajectoire de Darling comme irréductiblement singulière par rapport à ce contre-récit unifié. Le roman permet de creuser le récit et d'en faire voir les différentes strates. Ainsi, tels des astres éteints et Il nous faut de nouveaux noms sont des récits singuliers. Ils sont centrés sur le récit de soi. Alors cette fois-ci, je vais prendre le terme
dans le sens que lui donnent Bruno Ambroise et Valérie Couturier lorsqu'ils travaillent le Giving an Account of Oneself de Judith Butler. Et donc, selon Butler, le je ne peut pas raconter l'histoire de sa propre émergence, ni donner ses propres conditions de possibilité, sans témoigner d'un état de choses auquel on ne peut pas avoir assisté, puisqu'il précède sa propre émergence comme sujet perceptible de connaître, et qu'il constitue donc un ensemble d'origines qu'on ne peut raconter qu'en vertu d'un savoir autorisé. On peut appréhender le récit de soi comme informé par d'autres récits, en l'occurrence à la fois les représentations storytellées, mais aussi les contre-discours collectifs qui y sont concurrents. En effet, ces contre-récits, même dans leur diversité, ont pour vocation à unifier une expérience collective. Les sujets dans les romans naissent donc à l'intersection de ces différents récits. Les romans reposent alors sur cette concurrence narrative. Mais en même temps, ils démystifient aussi bien les représentations storytellées que les contre-discours collectifs. Ils les démystifient par les jeux de la fiction. Le temps imparti ne nous permettra d'analyser qu'un seul des procédés, le dialogisme, et sa mise en œuvre dans les deux romans. Les romans dont nous traitons sont très fortement liés à leurs références sociaux, mais ils les mettent en perspective par différents procédés. Et par là, les romancières interrogent les discours sociaux. Tel des astres éteints est un roman saturé d'intersexualité idéologique. Affleure d'une part un récit négatif et marginalisant, la représentation storytellée des Noirs en France, et d'autre part le contre-récit diasporique qui est fortement teinté d'afrocentrisme dans le roman de Miano. Les deux discours sont souvent présents dans un même passage selon une structuration asymétrique. La représentation storytellée est sous-jacente, elle résulte d'attitudes de personnages très secondaires, de silhouettes à l'arrière-plan du récit, et elle transite par des actes anodins, tandis que le contre-récit diasporique vient en réaction à ces impulsions extérieures et se déploie sous la forme d'une introspection des personnages. Ainsi, le personnage de Shrapnel est décrit en ces termes dans le roman. On s'écartait sur son passage, on changeait de trottoir, on serrait son sac à main contre soi, on retenait son souffle, on ne s'asseyait pas près de lui dans les transports en commun. Cela ne l'inquiétait pas. Il se disait seulement que son magnétisme était trop puissant. Il irradiait une lumière trop éblouissante pour ceux avec lesquels il avait la Terre en partage. La planète tout entière lui appartenait. Son peuple était la matrice des civilisations et des savoirs, la force des siens, leurs ressources matérielles, intellectuelles et spirituelles avaient servi à ériger le faste de ce pays. La réaction des passants, dans un premier temps, dans ce passage, laisse entendre une représentation storytellée, une image de la communauté diasporique fondée sur une série d'anecdotes de petite délinquance. Face à cela, le personnage réagit par une introspection, exprimée dans un discours indirect puis indirect au libre, où il reprend les poncifs de ce que Stephen Hove appelle afrocentrisme dur. Ce contre-discours apparaît comme une réaction et une fuite dans l'imaginaire. Alors, il prend d'autant plus la forme d'un récit dans l'ensemble du roman, où il est sans cesse repris par les différents personnages, que ce soit par Shrapnel, que ce soit par Amanda dans ses pensées, ou par les discours d'un groupuscule afrocentrisme radical auquel les personnages du roman sont tous plus ou moins liés. Cependant, ce récit semble lui aussi tout à fait illusoire. Dans l'exemple cité, la mise en miroir de la représentation storytellée et du contre-discours collectif donne au lecteur l'impression d'un dialogue de sourds. Le contre-discours apparaît comme une compensation illusoire à une domination induite par le storytelling. La difficulté pour le personnage réside dans la possibilité de dire « je ». Il a l'impression d'une présence imposante, mais cette survalorisation du « moi » n'est que la conséquence de la confrontation de deux discours absolument inconciliables. Or, il est remarquable que, dans Tel des astres éteints, cette problématique individuelle se noue sans cesse autour de la figure féminine. Celle-ci apparaît comme le point d'achoppement des deux discours qui s'affrontent dans la construction de personnages. Tout le premier chapitre du roman est centré sur les questionnements d'Amok. Celui-ci a appelé la police parce qu'il entendait une femme être maltraitée, donc chez ses voisins, et par la suite, il se demande s'il a bien fait, puisque les voisins violents et la femme violentée sont des migrants en situation irrégulière. Et donc il les a mis en danger par son appel. L'expérience de la violence patriarcale, ici, échappe à la fois au discours storytellé, focalisé sur la légalité de la présence des migrants, tout comme au discours afrocentriste, qui ne veut voir de domination que dans les institutions blanches. Le geste d'Amok se situe donc à la marge de tous ces discours. We Need New Name met aussi en regard de manière complexe les discours et les récits divergents sur la diaspora. L'une des scènes de la deuxième partie du roman, donc la partie américaine, fait se rencontrer Darling et une américaine qui se passionne pour l'Afrique. Celle-ci voit le continent à travers des récits émanant de médias internationaux comme CNN et aussi de récits émanant de proches, une nièce en l'occurrence, qui est investie dans des organismes humanitaires.
Nova-Violette Bulawayo brosse un portrait satirique acide de ce personnage qui passe du sourire aux larmes, évoquant alternativement la beauté du continent et les violences qui y ont cours. Ici, la représentation storytellée semble bien naître d'une indifférence passionnée. En effet, passionnée parce que l'interlocutrice de Darling semble tenir à ses sentiments. Mais indifférence parce qu'il n'en demeure, les récits sont amputés de leur dimension temporelle. Il n'en demeure dans son discours que des images, les unes terribles, elle parle des viols et de massacres au Congo, et les autres belles, les sourires d'enfants de bidonville qu'elle a vus sur des photographies de sa nièce. Les sentiments exprimés semblent factices. D'ailleurs, toute la scène se passe dans des toilettes publiques où les femmes assistant à un mariage viennent assister leur tenue. Donc on a bien une espèce de mise en scène autour de ces images. Face à cette représentation storytellée, la réaction de Darling est ambivalente. Elle ne parvient pas à opposer un contre-récit, ou plutôt l'ironie de la romancière consiste à opposer au récit storytellé de la guerre au Congo, donc les viols et les massacres, une absence de récit. Darling, pourtant prise à partie comme représentante de l'Afrique par son interlocutrice, est incapable de produire un récit personnel sur ce pays. Donc, je lis la traduction française. Ma cervelle part dans tous les sens et saute des tas de barrières là. J'essaye de me rappeler ce qui se passe au Congo exactement, je crois que je suis en train de confondre avec un autre endroit. A l'inverse, l'évocation des photographies d'enfants ramenés d'Afrique du Sud par la nièce de son interlocutrice fait naître chez Darling le souvenir des images d'elle-même prises par les humanitaires qui venaient travailler dans son bidonville. Le contre-récit au storytelling n'est donc pas ici un récit de la diaspora, récit qui rendrait impossible l'individuation des personnages, il est directement mais ironiquement lié à l'expérience du personnage de Darling. D'une part, tout contre-récit est impossible parce que Darling ne peut pas faire l'expérience de l'Afrique conçue comme une entité identique où le Congo serait l'équivalent du Zimbabwe. D'autre part, le contre-récit est d'abord ce qui se trame derrière les images mises en œuvre par le récit. Le sourire des enfants d'Afrique du Sud n'existe que par la souffrance indicible de celui qui est pris en photographie. Une fois de plus, le roman vient creuser les récits, fait affleurer ce qui se cache derrière les images. Cette scène est importante aussi parce qu'elle répond en écho à une scène située au tout début du roman, dans le premier chapitre. Darling et ses amis vont chaparder des goyaves dans le quartier riche qui jouxte leur bidonville et ils y découvrent une jeune femme avec qui ils discutent. Elle est venue en visite pour la première fois de Londres, dans le pays natal de son père. C'est donc bien un personnage diasporique. Et elle demande à prendre les enfants en photographie, ce qui fait le lien avec la scène qu'on verra plus tard. L'histoire de cette jeune femme n'est pas racontée, mais simplement évoquée à travers son apparence physique. On regarde la femme, c'est tout, ses cheveux dans tous les sens, sa jupe qui balaye le sol quand elle marche, ses jolis petits pieds qui dépassent, son Afrique dorée, ses grands yeux, sa peau toute lisse où il n'y a même pas une cicatrice qui montre que c'est une personne vivante, la boucle d'oreille dans son nez, son t-shirt qui dit « Sauver le Darfour ». Le lecteur est amené à deviner à la fois des éléments signifiant l'Afrique, donc les cheveux, le pendentif, le t-shirt, donc en plus une Afrique telle qu'elle l'est représentée dans un contre-discours diasporique collectif, et des éléments signifiant une relative aisance. Pourtant, les enfants, eux, sont incapables de se reconnaître en elle, tout comme elle ne peut pas les comprendre. Donc, juste avant ce passage, il n'identifie pas l'aliment qu'elle mange au moment où il la rencontre, et elle n'est pas capable de se rendre compte qu'ils souffrent de la faim, puisqu'elle va jeter le reste de ce qu'elle mangeait. La diaspora s'inscrit à travers des symboles qui évoquent une histoire sur le corps des personnages, mais ce même corps est une réalité incommensurable avec ce que vivent les enfants des bidonvilles. Il ne connaît pas la faim. Le contre-récit diasporique n'est donc pas pertinent parce qu'il ne peut saisir, exprimer et répondre à la réalité première de la domination. Celle-ci est située à la lisière de tout récit possible, en marge de toute idéologie, dans la souffrance du corps. Ainsi, représentation storytellée et contre-récit diasporique sont représentés dans le roman réduits à une série d'images. Leur potentiel narratif est comme désamorcé par cette réduction. Ce qui unit les personnages dès lors sera moins une trajectoire historique, géographique et ou sociale, mais une proximité physique. Ainsi, lorsqu'elle présente ses deux amies de Détroit, Darling met en tension, donc Marina et Crystal, dont j'ai parlé au début, Darling met en scène les tensions entre les différentes pôles de la diaspora africaine, telle qu'elle est reconfigurée. La Nigériane Marina, dont les parents sont des migrants, se sent supérieure à cause de la position traditionnelle de sa famille dans le pays natal de ses parents. Tandis que Crystal voit sa supériorité dans son statut d'afro-américaine qui la situe selon elle au-dessus de ses compagnes migrantes. Pour expliquer malgré tout le lien qui unit les trois jeunes filles, la narratrice ne reprend pas un récit valorisant l'africanité des personnages. Elle dit simplement « c'est mes copines surtout parce qu'on habite la même rue et on est toutes à Washington Academy en fin de 4e. Là, en ce moment, on est ensemble dans le sous-sol de ma maison.
la complexité des récits de la diaspora et de la migration est effacée. Ce qui fait le lien, c'est la proximité physique des personnages. Cette présentation succincte est située au tout début du chapitre intitulé « Ce film contient des images susceptibles de heurter la sensibilité ». Le chapitre raconte comment les 3 jeunes filles se retrouvent dans le sous-sol de la maison de Darling pour explorer des sites internet de vidéos pornographiques. Les récits diasporiques ont été annulés, donc par les premières lignes, et les 3 personnages se voient confrontés à des récits minimaux cette fois, mais qui restent passibles de storytelling, d'autant plus minimaux que leur exploration ne répond pas à un scénario particulier, mais elles explorent les sites en suivant un ordre alphabétique de mots-clés. Mais ces récits mettent en scène des rapports de genre particulièrement violents. Ce qui unit alors les jeunes filles, ce va être un tabou lié à leur corps, et le chapitre se clôt sur les mots « Jamais on parlera de ce qu'on a vu ». Leur expérience est liée tout autant à la situation diasporique qu'à leur statut de femme, de jeune fille, mais elle est l'objet d'une interdiction. Elle ne peut s'exprimer complètement. Ainsi, à l'intersection des représentations storytellées et des contre-discours diasporiques, les 2 romans mettent en scène des rapports de genre. Ceux-ci représentent un espace d'émergence des sujets individuels, mais cette émergence est entravée. Cette expérience ne peut se dire en effet ni dans le discours dominant, ni dans le discours dominé, à partir du moment où ils sont collectifs. Les personnages sont conduits dans cette aporie, mais les romancières parviennent quant à elles à dire et à mettre en récit cette impossibilité, cette zone d'ombre que les sujets ne peuvent dire. L'enjeu est alors de pouvoir rendre compte d'un sujet individuel, non pas dans une irréductible opposition au collectif, ni dans une totale représentation du collectif, mais dans les dynamiques et les entraves que le groupe produit pour l'informer. Shimananda Ngozi Adichie, dont Yolène a parlé la semaine dernière, dans une conférence prononcée en 2009, qui n'est pas celle sur le féminisme, mettait en garde contre les dangers de l'histoire unique, cette single story, où l'on peut reconnaître le storytelling tel qu'il est conçu par Christian Salmon. Leonora Miano et Nova Violet Bulawayo semblent bien aller dans son sens en cherchant à faire entendre une pluralité d'histoires plutôt qu'une single story, compris comme un récit unifié et unifiant. Cependant, la tonalité de leur texte est beaucoup moins triomphale que la conférence de l'écrivaine nigériane, même si elle est quand même un peu plus triomphale que celle de Nicole Caligaris, si j'ai bien compris tout ce qui a été dit auparavant. En effet, en faisant entendre en même temps des récits contraires, l'objectif des romancières est surtout de faire entendre les silences et les impossibilités de dire, et surtout de dire malgré tout, d'exprimer malgré tout un indicible qui doit, paradoxalement, malgré tout, être dit. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces 2 interventions qui, telles que je les ai entendues, me semblent avoir en commun de poser la question de la possibilité et des modalités d'émergence de sujets individuels à l'intersection à la fois de discours ou de récits storytellés, pour reprendre votre adjectivation du terme, et même de contre-récits, comme c'est le cas dans les 2 textes que vous avez examinés, Florian, Alix. Et cette émergence de sujets individuels, dans les 2 cas, elle a comme point commun de se construire dans le contexte des rapports de genre, plus que dans celui de rapports de race, pour reprendre les termes de classe, race, de sexe, classe et race. Donc voilà, moi j'aurais des questions à poser à l'un comme à l'autre, mais je vais d'abord laisser la parole à la salle, s'il y a des... Très ponctuel, parce que je suis pas sûr, je sais pas si j'ai eu un moment d'inattention au moment quand donc c'est à propos de Nicole Caligaris, quand elle dit que cette histoire, enfin ce fait divers, est viscéralement lié à mon existence. Est-ce qu'il y a quelque chose en amont de son projet littéraire qui l'a lié viscéralement à cette histoire, ou c'est le fait qu'elle se soit engagée et intéressée à ça qui a créé ce lien viscéral? Elle était je ne sais pas si vous avez su, elle était à l'université avec les 2... Bah voilà, c'est bien une innovation, alors je me suis douté. Ouais.
Donc elle était à l'université avec les deux. Elle faisait un cours de surréalisme, juste pas très loin d'ici d'ailleurs, dans les années 80. Et elle les connaissait un petit peu, mais pas plus que ça. Et ensuite, elle a échangé des lettres avec Issei Sagawa. Ça, c'est son projet littéraire. Oui, elle mais. est déjà engagée dans le projet littéraire. Mais ça, c'était bien avant qu'elle écrive ça. Elle n'avait pas du tout l'idée encore de ce livre. C'était juste comme elle le connaissait et elle était un peu intriguée. Et elle a dû échanger 8 lettres avec lui. Voilà. Et après, elle a un peu mis en arrière et a retrouvé ses lettres et a décidé de l'écrire, le livre. Je peux compléter pour que je pose cette question parce que effectivement cette phrase m'a sauté aux oreilles quand vous l'avez dite et je me suis. C'est pas que je sois soupçonneux, c'est un peu comme la question tout à l'heure que j'ai posée sur les pratiques vocales, etc. Mais c'est une phrase très forte en fait quand on écrit ça, surtout sur un fait aussi fort, quoi. De dire voilà, je suis viscéralement engagé, c'est un petit peu comme Florian parlait de la question de la douleur et de celles qui n'ont pas faim et qui veulent prendre en charge, de ne pas ressentir la douleur d'avoir faim quand on est en diaspora et prendre en charge. Il y a un pacte là qui se noue, qui est tellement un engagement viscéralement lié, c'est quand même fort, que tout de suite, on peut, en tant que lecteur, auditeur ou amateur, se dire, bon, ça y est, c'est encore une sorte d'abus de langage, de mise en scène de soi, enfin, vous voyez, comment tout de suite, ça peut se retourner contre celui qui dit ça. Il y a une affirmation, finalement, qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que si on la prend à la légère, à ce moment-là, on discrédite tout l'acte littéraire, quoi. Je ne devrais pas, mais je me pose quand même la question comment elle y échappe à la fascination de l'horreur, l'inexprimable, parce que le récit impossible, il n'est pas impossible puisque elle le produit. Et est-ce qu'elle fait au fond autre chose que littéraliser, démétaphoriser, si je peux dire, dans le parallèle qu'elle construit entre la consommation du corps féminin dans la société, dans les sociétés, parce que je ne crois pas que ce soit une particularité qu'elle attribue à la société occidentale. Donc la démétaphorisation de cette consommation du corps et du sexe féminin à travers l'acte et le meurtre du, entre guillemets, japonais cannibale. Alors, elle le dit qu'elle essaie justement donc de ne pas aller vers cette fascination morbide, mais je pense qu'elle le fait. Parce que, enfin, elle en parle tellement, mais je pense que c'est d'une question éthique. Elle rappelle aux lecteurs que dans ce livre, ils ne vont pas trouver une représentation ou une narration de l'acte en lui-même. C'est vrai qu'il y a très peu d'informations sur ce qui s'est passé. Juste au début, elle reprend vite les faits. Mais je pense que par son langage, elle exprime cette fascination morbide. Parce qu'elle parle, comme j'en parlais, elle parle vraiment du corps, elle parle du démembrement, elle parle de toutes les parties du corps qu'il aurait pu manger. Elle s'interroge même sur peut-être qu'est-ce qu'il a fait avec ça. Est-ce qu'il y a une sorte de sensualité qu'il a eu, donc c'est un peu paradoxal parce qu'elle l'évite, elle se désengage en disant non, je veux pas en parler, et pourtant elle en parle. Mais je pense que ce texte joue beaucoup sur ce paradoxe, sur cette ambiguïté de dire et de pas dire en même temps. Ouais, enfin, je sais pas, j'ai une sorte un petit peu de malaise je l'ai pas lu, hein, donc mais donc c'est pour ça que je suis pas sûre de devoir avoir ce malaise en vous entendant parler de ce texte. L'idée que il faille
entre guillemets, l'idée que le corps féminin relève d'une forme de construction et que une réappropriation de son corps par les femmes ou par les femmes implique une déconstruction, reconstruction, ça c'est pas une idée qui est neuve, c'est une idée qui remonte à des formulations féministes depuis l'après-guerre, enfin, peut-être même avant. Est-ce que là, justement, le travail de déconstruction, reconstruction, il n'est pas, comment dire, pris dans une sorte de fascination pour le meurtre cannibale, quoi? Parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Si, et je pense qu'elle travaille beaucoup sur ce choc, sur cette espèce de comparaison entre les deux. Ouais. Et qu'elle construit beaucoup son livre. Mais il faut aussi se rappeler que c'est une autobiographie, qu'elle essaie pas de faire un essai sur qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le genre ou qu'est-ce que c'est la consommation du corps féminin. C'est quand même elle l'écrit pour une sorte d'investigation de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle était. Donc peut-être que essayer de le voir sur le prisme de l'autobiographie et pas sous le prisme de la nouveauté. Est-ce que, pour rester sur la partie japonaise, on va dire, il y aurait au moins 3 autres récits, celui de ce qui serait en France le procureur, puisqu'il y a eu procès et bien sûr emprisonnement, le récit peut-être on va dire en France, l'avocat de la défense, je ne sais pas comment ça se passe au Japon, et enfin peut-être un troisième autre récit, si on globalise, qui serait la relation de presse au sens large à l'époque du procès. Est-ce qu'elle y fait allusion dans son bouquin? Elle parle très brièvement du récit judiciaire et elle dit que la structure normative de la justice ne parvient qu'à faire entrer l'horreur dans une catégorie et la ramener dans l'ordre de l'humanité. Parce que la justice classe l'horreur, enfin classe l'acte d'Isayasagawa dans la maladie mentale. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été jugé et il a été relaxé très rapidement et renvoyé au Japon. Voilà. Donc elle en parle très brièvement de ce récit judiciaire. Moi, c'est toujours aussi sur le japonais cannibale. Donc le fait divers est au début des années 80 et après le récit date est assez récent, 2009. Et du coup, est-ce que je n'ai pas entendu, mais peut-être que tu y as fait référence, il n'y a pas du tout d'intertextualité ou de référence à un autre personnage de cannibale fascinant qui est beaucoup plus populaire et qui est celui d'Hannibal Lecter. Est-ce que, pour le coup, parce que ce personnage-là pose vraiment la question de la fascination pour le cannibalisme et surtout pour la mise en scène artistique. Et tu as dit que le japonais en question avait conçu son acte sur ce modèle-là, c'est-à-dire sur une mise en scène artistique qui lui permettrait de rentrer dans la mémoire. Et en plus, le dialogue qui s'est établi entre l'écrivaine et puis rappelle vraiment la relation entre les deux personnages. Donc est-ce que... Non, elle n'en parle pas du tout, désolée. Elle parle, c'est un livre qui est très riche en intertextualité, par contre elle va parler de Francis Bacon ou de Corée, de Perséphone. Elle parle de beaucoup de choses et elle parle de Bacon dans sa relation avec le regard. Et elle dit que Bacon demandait à ses sujets des photographies et pas de peindre le vivant devant lui. Donc cette relation avec le regard. Mais elle ne parle pas d'autres... parce que justement, elle essaie de se déplacer de cette fascination morbide. Elle le prend sous une visée plus littéraire qu'anthropologique. Moi, d'abord, je voulais vous remercier tous les deux pour vos interventions que j'ai trouvées passionnantes. J'avais une question pour Florian, puisque finalement ces romans prennent à contre-pied un storytelling dont vous avez rappelé la vocation de justification d'une posture politique ou de décision politique, etc. Qu'est-ce qu'il en est
de la portée politique de ces romans. Est-ce qu'on peut parler de, disons, en termes d'engagement, en termes éventuellement de discours militants, en termes d'empowerment ou autre chose, quelque chose qui serait de l'ordre de la politique, de la littérature, à partir du moment où on s'affronte à la question de l'ombre, de l'indicible, on est ailleurs, disons, que dans une prise de parti, de toute façon. Je pense que c'est assez différent pour les deux auteurs. Alors c'est aussi, ce qui les distingue aussi, c'est que Leonora Miano, même en 2008, elle a une certaine réputation, elle a publié plusieurs romans, elle a eu des prix littéraires, etc. Alors que c'est le premier roman de Nova-Violette Bulawayo, qui doit être un peu plus jeune aussi. Donc pour Leonora Miano, je pense que, j'ai l'impression, l'hypothèse qu'il y a un engagement politique qui, pour le coup, apparaît de manière assez fréquemment dans des discours qui parfois tendent là aussi à l'afrocentrisme. C'est-à-dire que dans le cadre de ces interventions politiques, on va avoir beaucoup plus des discours qui vont être du côté de l'afrocentrisme, alors pas du côté de la radicalité des groupes qu'elle met en scène dans ses romans, d'ailleurs qu'elle réprouve. C'est sans doute encore plus visible dans ses romans qui se passent en Afrique que dans ses romans afropolitains ou afro-européens, comme elle dit. Donc je pense qu'il a l'engagement d'une certaine... j'ai plutôt l'impression que l'œuvre littéraire vient un peu en contrepoint de cet engagement, que dans l'espace public, dans ce qu'elle peut avoir comme parole publique du fait justement d'une romancière qui a acquis une certaine notoriété, elle va avoir des discours qui vont être des discours beaucoup plus sur la visibilité en Europe et en France en particulier, des populations noires, donc des populations afrodescendantes, avec en plus la mise en place de tout un lexique qu'elle reprend par contre dans ses romans, qui est un lexique qui devient très idéologique. Chez Nova-Violette Bulawayo, j'ai l'impression on serait peut-être justement dans la politique de la littérature, c'est-à-dire la volonté de sortir d'un ensemble de représentations en jouant avec. Et là, j'ai pas eu le temps de développer quand j'ai repris le texte que j'avais écrit pour l'oraliser. Mais il y a aussi tout un travail dans le roman sur, là ça rejoindrait complètement le propos de Cyril Vettorato la semaine dernière, justement sur le... Quel lien vous voyez avec ces auteurs africains-américains. Et chez Nova-Violette Bulawayo, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre justement de la reprise d'éléments de la culture de masse. Là ça peut affleurer avec la pornographie, mais là c'est déjà marqué d'un point de vue de pouvoir, mais des fois il y a juste des éléments qui sont des vêtements, de la nourriture, la junk food, ce genre de choses qui transitent. Et avec l'idée de les prendre. Il y a aussi tout un travail dans le roman sur le langage SMS. C'est la première fois que je vois utiliser dans un roman du langage SMS où je me dis qu'il y a vraiment un travail littéraire dessus. Effectivement, l'adolescente échange des SMS avec ses amis et de fait, on a ce langage qui est employé et qui devient très fortement porteur de sens pour le lecteur. Donc là, on aurait des éléments qui seraient pris du langage social et qui seraient justement déplacés dans un cadre littéraire et réinvesti dans un autre réseau de signification. Et à mon avis, là, on est quelque chose qui serait plus proche de la politique de la littérature au sens où on l'entend rancière, alors qu'il y a deux stratégies conjointes chez Leonora Miano, mais qui, à mon avis, ça relève de la posture qu'elles ont l'une et l'autre. Même si chez Leonora Miano, on trouve à la fois dans Tel désastres éteints, mais aussi surtout dans Blues pour Élise, un travail aussi sur un certain nombre de formes. Blues pour Élise, pour moi, j'ai vraiment l'impression en le lisant que c'est un travail sur la forme de la série télévisée. Et un réagencement littéraire, alors avec le bonheur. Moi, je ne juge pas de la qualité littéraire de l'œuvre, mais voilà, il y a un travail littéraire sur cette forme-là, à mon avis, qui est aussi une manière de réemprunter des discours, des éléments signifiant un discours social en les réaménageant autrement. Merci beaucoup. Oui, merci encore à tous les deux. J'avais justement, peut-être en rebondissant sur ce que tu viens de dire, Florian, mais ce dont on a parlé aussi la semaine dernière, une question, finalement, quelle serait la spécificité de cette réflexion sur la problématique individuelle contre les
discours collectif, quelle serait la spécificité féminine? Est-ce que c'est fictionnalisé dans les textes dont tu as parlé? Est-ce qu'il y aurait une différence, y compris sur la culture de masse, avec les figures masculines dont parlait Cyril Vettorato la semaine dernière? En fait, dans la lecture, je sais pas, j'ai l'impression que dans les romans, c'est quelque chose qui m'apparaît plus fortement chez Leonora Miano, où l'intertexte idéologique est vraiment appuyé, très appuyé, peut-être trop appuyé. Mais finalement, cet intertexte idéologique, c'est l'intertexte afrocentriste, d'une certaine manière. Et il n'y a pas vraiment d'intertexte féministe, ce qui pourrait être aussi le cas. C'est-à-dire que c'est un autre discours collectif avec un ensemble de constructions. Et j'ai l'impression qu'en fait, justement, le féminin ou les figures féminines sont des figures qui sont sorties de ça. Alors, là encore, c'est différent pour les deux auteurs, parce que chez Leonora Miano, il y a toujours des personnages masculins. Et dans Tel des astres éteints, il y a deux personnages. Parmi les trois héros, il y a deux personnages masculins et un personnage féminin. Donc, il y a une position un peu autre. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité du féminin ? Justement, j'ai l'impression qu'il y a la volonté de ne pas entrer dans une définition du féminin, ni chez Miano, ni chez Bulawayo, mais justement, je pense que c'est surtout à partir du corps que tout se noue, et c'est le corps en confrontation avec des discours sociaux. Et c'est là où on va retrouver des éléments qui sont liés au féminin. C'est-à-dire, finalement, c'est les discours sociaux qui informent le féminin en tant que tel, qui lui donnent forme, qui lui donnent corps d'une certaine manière. Je pense que c'est vraiment le corps qui devient le point d'achoppement de cette réflexion à l'échelle individuelle. Finalement, une mise en scène de l'individu, peut-être pas contre la société, parce que ce serait erroné, mais informé par un ensemble de discours sociaux. Il me semble que chez Miano, c'est là où c'est plus net, parce que d'une certaine manière, il y a deux enjeux idéologiques, et il y en a un qui est vraiment passé sous silence, et c'est une manière de, en tout cas dans ces romans afro-européens, c'est sans doute moins le cas dans les romans qui se passent, dans l'intrigue se passe en Afrique subsaharienne, mais disons que le féminin, c'est une manière de s'approprier d'un ensemble de discours sociaux en étant informé par eux. Je ne suis pas certain que ce soit une réponse exacte à ta question. Je pense qu'il y a aussi, justement, chez Miano, la présence de personnages masculins qui sont confrontés à la question du féminin. C'est le cas chez les personnages masculins de Miano, alors que chez Bulawayo, il y a d'une certaine manière des personnages masculins qui sont pas entièrement absents, mais qui sont vraiment laissés à l'arrière-plan. Et les personnages, même dans les personnages secondaires, les personnages de premier plan, sont des personnages masculins chez les adultes et les adolescents. À l'inverse, chez les enfants, il y a un petit groupe auquel appartient Darling, et là, il y a aussi bien des garçons que des filles, même si ces discours masculins-féminins commencent à se mettre en place. En fait, pour prolonger la question de Yolène, est-ce qu'il y a une place, ou quelle place y a-t-il dans les contre-récits collectifs diasporiques, donc dans le discours de l'afrocentrisme dur qui est mis à distance? Comment est inscrit, ou est-ce qu'il n'est pas inscrit du tout, la relation que le discours afrocentriste dur tient par rapport au féminin, et quelle mise à distance y a-t-il du discours afrocentriste par rapport, sur le féminin, ou est-ce qu'il y en a une? Et donc, est-ce qu'on peut lire là en creux une forme de positionnement par rapport à un féminisme noir, entre guillemets, ou pas? Il y en a chez Miano, pas chez Bulawayo, parce que, une fois de plus, cet intertexte, il est vraiment peu présent. Chez Miano, ce qui est intéressant, c'est que les personnages qui se posent la question, c'est les personnages les plus afrocentristes, c'est-à-dire Shrapnel et Amandla. Enfin, Amandla, en plus, qui est un personnage féminin. Et il y a une manière pour Amandla, en tout cas, de critiquer un certain
machisme dans le discours afrocentriste en récupérant ça et dans une reconstruction, disant mais c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris ce que c'était la vraie culture africaine, il y a eu une erreur dans les théories afrocentristes, donc une espèce de mise à distance, mais qui reste une reconstruction, une reconfiguration idéologique. Et chez l'autre personnage, le personnage de Shrapnel, c'est amusant parce que c'est un personnage qui, dans le roman, dans sa fantasmatique, Shrapnel, il est toujours attiré par les blanches. Et de fait, il faut qu'il arrive à faire cadrer ça avec le discours afrocentriste dur, où là, justement, c'est interdit. Et donc, il arrive à faire ça justement en mobilisant une autre construction idéologique. On se dit, ouais, mais en fait, les Noirs, on est dominés par les Blancs, mais finalement, les femmes blanches, elles sont elles aussi dominées par les hommes blancs. Et donc, on a une espèce d'ennemi commun qu'est l'homme blanc. Donc, c'est pour ça que c'est une espèce d'entente. Donc, c'est une reconstruction, mais qui est aussi erronée, parce que de fait, il ne va jamais vers un individu, mais toujours vers une espèce, lui-même se vivant comme personnage représentant, va vers des personnages qu'il considère comme personnages représentants. Donc c'est une mise en scène qui est à chaque fois l'objet d'une distanciation, parce que le lecteur n'adhère pas finalement au discours, même si ce discours lui paraît plus sympathique que celui de certains membres du groupe qui sont beaucoup plus fermés. Oui, on va peut-être aller manger, c'est ça, hein? Et donc c'est au 2e étage. Et comme il est donc à peu près 1h15, on recommence à 2h20, on va dire, pour pas prendre trop de retard, quoi. Hein, 2h20.